tout au long de la session. On va maintenant commencer à enregistrer. Hola Paloma, salut Julie. C'est tout le monde. Alors, aussitôt qu'on va être live, on va commencer la séance. Ça devrait prendre 1 minute. Pendant ce temps, si vous voulez nous dire comment vous vous sentez aujourd'hui, d'où est-ce que vous nous joignez, vous nous rejoignez, n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous pouvez même parler à ce moment-ci, tant qu'on n'est pas live. On va en profiter pour boire un peu de café. Bonjour, Romy. Bonjour à tous de NDG. Bonjour, Car. Bonjour, Cindy, en direct de Montréal, tout proche. On adore voir justement où les personnes sont, si vous êtes en vacances, si vous êtes justement... bienvenue à Power Skills. Fantastique. Alors, je crois qu'on va juste débuter sans le live. Le temps est précieux. Et ouais, le temps est précieux et c'est correct. De toute façon, la session est enregistrée et on s'assurera de la partager sur notre compte live par la suite, vu qu'on sait que plusieurs personnes vont nous joindre de là. Donc, bienvenue tout le monde. Welcome everyone. Merci infiniment d'avoir pris le temps de vous être joindre à nous pour cette première présentation Keynote et aussi la première session francophone du sommet carrière virtuel Power Skills de l'éducation permanente de l'Université McGill. Un nom assez long, je sais. J'aimerais commencer par reconnaître que l'Université McGill est située en territoire autochtone. Je reconnais que la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Pour ceux et celles qui avaient eu la chance d'entendre la prière d'ouverture ce matin, merci. Sinon, tout au long des présentations qui vont suivre cette semaine, il y aura une ouverture et un respect des terres et des Premières Nations qui étaient là aujourd'hui. Mon nom est Nao Garipi, je suis conseiller carrière et je fais partie de l'équipe du service conseil en transition professionnelle, aussi connu sous le nom de CATS. J'ai l'immense honneur d'accueillir Déborah, chère enfant, qui parlera de l'ambition entrepreneuriale des femmes. Et tout d'abord, il y a quelque chose à savoir avant que l'on puisse commencer. La session est enregistrée afin que le plus de monde possible puisse écouter la présentation. Et on vous encourage fortement à partager ce que vous apprendrez aujourd'hui avec vos amis, vos collègues, votre famille ou le monde entier. Il n'y a pas de limite. Il y aura une période de questions à la fin, mais vous pouvez déjà commencer à les écrire dans le chat ou à les poser directement lorsque ça sera le temps. Et maintenant, sans plus tarder, je vais maintenant vous présenter notre invitée d'honneur et vous dire quelques mots sur elle. Donc, elle est présentement la directrice régionale des femmes entrepreneurs du Québec et Atlantique chez TD. Elle est aussi chroniqueuse à l'émission Tout un matin à Radio-Canada les mercredis et la présidente de la Chambre du commerce du Montréal métropolitain parmi ses nombreux autres engagements. Cela reste que c'est une personne dévouée, approchable et juste à l'entendre, vous allez comprendre pourquoi tout le monde l'adore. Alors, c'est maintenant à ton tour, Déborah. Merci. Merci beaucoup pour cette intro, Nayo. Et juste avant de commencer, j'ai eu un petit problème de muet, pas muet, comme si ça faisait pas 18 mois qu'on était là-dedans. Merci beaucoup de mettre la table. Merci pour l'invitation. 2 corrections à ce que tu viens de dire. Je suis sur le CA de la Chambre de Montréal, Chambre de commerce de Montréal. Mon Dieu, on va y arriver. J'ai pas encore pris de café, mais je devrais pas me perdre comme ça dans mes mots. De la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Je suis sur le CA, mais je suis la présidente et porte-parole de la jeune Chambre de commerce de Montréal. Et donc, c'est le petit ajustement que je voulais faire. Très contente d'être là ce matin. Merci encore à toute l'équipe pour l'invitation. Merci aussi à vous. Je vous vois vous connecter au fur et à mesure. Vraiment, j'espère que, comme Naël disait, que vous êtes confortable en pantoufles. Moi, je le suis.
en pantoufles, même si j'ai mis ma belle robe ce matin et que je me suis préparée. Mais je suis en pantoufles. J'espère que vous êtes aussi confortable que moi, je le suis également. Petit mot de remerciement, oui, à l'équipe qui m'invite, mais aussi à vous. J'aimerais juste qu'on prenne conscience du fait qu'on soit au mois d'août, comme je le disais, 18, 17 mois après. Et c'est un peu ça l'esprit de ce sommet virtuel, de ce que j'ai compris en tout cas, de Power Skills, pour un peu réfléchir à ce que cette pandémie nous aura fait subir, mais surtout ce qu'elle nous aura amené de positif, on va le dire comme ça. Donc, je pense que ça prend ce temps de recul pour vous féliciter, vous, et saluer aussi le fait que vous soyez connectés ce matin en pleine période de vacances pour plusieurs, mais vous êtes là un mercredi matin comme ça à vous connecter. Donc, merci et surtout bienvenue à vous pour d'être là et d'écouter cette séance. Le sujet d'aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs éléments dans le titre de ma conférence aujourd'hui, donc c'est pourquoi je l'aime beaucoup, parce qu'il y a le terme ambition qui me rejoint totalement, il y a la notion d'entrepreneuriat qui est ma passion, puis je vais vous dire un petit peu plus sur moi au-delà des titres, justement, et l'aspect femme, et aussi une petite parenthèse que j'ai rajoutée hier soir, c'est l'aspect jeune femme, parce que l'objectif que j'ai avec cet atelier conférence, c'est un peu vous faire un aperçu de la situation, oui, la situation, les impacts de la pandémie, mais aussi qu'est-ce qu'on est en train de voir comme tendance et qu'est-ce qu'on peut se permettre d'espérer en matière d'entrepreneuriat et comment est-ce que l'ambition des jeunes femmes aujourd'hui va changer le visage de l'entrepreneuriat au Québec, au Canada, et je pense ne pas me tromper en disant à travers le monde également. Donc, on va voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Un petit peu plus à propos de moi. Donc, je suis née, j'ai grandi en Haïti. Je rajouterais même que j'ai été éduquée en Haïti parce que passer près de 20 ans dans un pays, c'est pas rien quand même. Donc, la plus grande partie de ma vie a été passée en Haïti. J'ai 2 sœurs, j'ai un frère et j'ai 2 parents qui sont ensemble depuis 40 ans, un petit peu plus de 40 ans maintenant. Je le dis parce que je pense que c'est un élément qui me caractérise bien. Je suis très famille, je suis très, très proche de ma famille. J'aime beaucoup ma famille, des jours moins, mais on va garder le positif pour maintenant. Je parlais de ma passion d'entrepreneuriat. Elle est importante parce que c'est cette passion qui m'amène au Québec, qui m'amène à m'installer ici à Montréal, à étudier à Montréal et aussi à rester au Québec. Donc, je pense que c'est un élément quand même important dans mon parcours, oui, mais j'ai quasiment envie de dire dans mon identité, même si c'est fort, mais bref. Je suis très engagée en leadership féminin depuis 2009-2010, je vous dirais. Ça a commencé avec un blog que j'ai lancé pour traiter de ce sujet en matière d'entrepreneuriat féminin qui s'appelle Modèle. Et depuis lors, 2011, donc ça fait à peu près 10 ans que je suis impliquée sur des conseils d'administration qui soit parlent de représentation des femmes, représentation de la diversité et parlent soit d'innovation sociale. Donc, j'ai fait partie d'une dizaine de CA à ce jour. Présentement, je suis sur plusieurs conseils d'administration d'équipes formidables, comme je disais, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et d'autres, la Fondation Campé qui travaille en Haïti, donc des éléments qui me rejoignent totalement. Et d'autres conseils d'administration. J'ai également été entrepreneur de 2012 à 2018 dans le domaine de la mode avec une ligne d'accessoires qui s'appelle Coloré, donc qui a été vraiment très, très proche de mon cœur parce que ça a été une idée qui m'est venue pour j'ai envie de dire, mon amour et mon respect du travail de ma grand-mère qui a été couturière toute sa vie. Donc, vous voyez encore l'élément famille qui revient, qui est très, très, très proche de mes valeurs et de ce que je veux voir et de ce que je veux véhiculer, dans le fond, comme image. Avec mon blog, j'ai quand même reçu pas mal de prix. Donc, ça a été quand même une activité très importante dans mon parcours et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est un peu pour que vous compreniez pourquoi je suis devant vous, enfin, devant mon écran aujourd'hui, devant le vôtre également ce matin, parce que ça a été à travers le succès du blog Modèle, à travers le succès de Coloré aussi, que ça m'a permis effectivement d'être récompensée pour mon travail, pour le leadership un peu
que j'ai pu influencer bien humblement dans différents milieux. Et Naïa l'a mentionné, je suis très contente depuis janvier maintenant d'être chroniqueuse à la radio. Saison régulière pour tout un matin, mais aussi pour cet été. Ma dernière chronique sera la semaine prochaine à l'émission Le 15 Idées. Donc, si jamais vous êtes auditeur, auditrice de la radio, donc je fais des chroniques surtout en matière société, donc réaction à l'actualité et tout ça. Donc, vous savez pratiquement tout de moi, sincèrement, après ces éléments-là. Je vous le disais, un peu l'objectif de cette conversation, de cet atelier conférence, et je vous invite à poser vos questions en anglais ou en français si jamais il y a des éléments qui vous échappent pendant cette présentation. Je m'assure, je vais essayer de m'en souvenir, de regarder la zone de chat si jamais vous écrivez les questions directement pour m'assurer de ne rien manquer. Mais je pense que c'est parfait pour l'instant. Et non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, la prémisse de départ pour la préparation de cet atelier, c'est vraiment, et aussi pour être en lien avec la thématique de Power Skills, qui est un peu comment la pandémie, la crise a agi comme un révélateur de la vulnérabilité économique de plusieurs femmes et laisse même entrevoir des conséquences plus lourdes pour des femmes entrepreneurs, ceci étant dit. Donc, mon spectre va être quand même assez ciblé sur les femmes entrepreneurs. Oui, on pourrait l'extrapoler à certains égards à d'autres femmes dans le milieu de travail ou dans différentes industries, mais je m'intéresse aujourd'hui aux femmes qui créent leur entreprise. Parce que effectivement, ce sont les petites entreprises. Puis je vais vous montrer comment, en fait, et pourquoi ces petites entreprises, les femmes entrepreneurs à la tête de ces petites entreprises ont été le plus touchées et qui ont écopé le plus de la crise actuelle. Et c'est vraiment dans celle-ci, dans les crises, que dans ces entreprises que se concentre l'entrepreneuriat féminin. Parfait. Je vais juste bouger mon écran parce que je le vois comme ça. Parfait. Donc, je vais m'assurer de ne pas trop lire ce qui est à l'écran, mais de plus l'illustrer avec des exemples peut-être. Mais la pandémie, ça a touché les femmes entrepreneurs de façon démesurée. Et ce qu'on a pu voir, puis on a beaucoup parlé de ça dans les médias, etc., à quel point c'est des secteurs bien ciblés, le commerce de détail. Si vous vous rappelez, l'an dernier, en mars, l'été dernier, à quel point tout ce qui était commerce qui avait fermé, les services d'hébergement, la restauration. Donc, mettez-vous un peu dans cet état d'esprit pour vous dire, OK, les secteurs les plus touchés, ce sont en général des secteurs dans lesquels évoluent majoritairement des femmes entrepreneurs. Donc, ça, c'est un peu la première raison pour laquelle la pandémie a frappé le plus des femmes. C'est pas que la pandémie était sexiste, même s'il y a eu quand même des chercheurs qui l'ont avancé parce qu'effectivement, ça a touché beaucoup plus de femmes pour plusieurs raisons qu'on va voir un peu, qu'on va survoler un peu dans cette conversation. Statistiquement aussi, on va le voir avec un tableau que j'ai dans la prochaine slide. C'est à quel point les entreprises qui appartiennent à des femmes sont plus susceptibles d'être des petites entreprises, en plus d'être dans les secteurs qu'on a cités un petit peu plus précédemment, qui ont été les premiers touchés durant un ralentissement, une pause économique, dans les premières entreprises qui ont été fermées l'an dernier, si vous vous rappelez encore une fois, le commerce de détail, le tourisme qui, même à plusieurs niveaux, sont encore fermés aujourd'hui dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Donc, ce sont des secteurs où on trouve majoritairement des femmes. Moi, j'ai voulu vous partager ces statistiques. Ce sera, je pense, la seule page avec vraiment des statistiques. Donc, j'espère pas vous noyer avec avec trop d'informations à ce sujet. Je pense qu'elle est quand même assez parlante, cette page, parce que c'est là qu'on voit la source des Statistiques Canada. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est assez fiable. Pour la répartition des entreprises détenues par des femmes au Québec, j'aurais dû le rajouter, mais c'est une répartition des entreprises détenues par des femmes selon la taille d'entreprise. Et très rapidement, la première ligne, on peut voir là où le bas blesse, c'est pourquoi la pandémie a touché. Moins de 10 employés, 84% des femmes, des entreprises détenues par des femmes se retrouvent dans ce créneau. Quand on parle de 50 employés et plus,
on tombe à un petit 1%. Donc là, on peut comprendre, quand on parle d'entrepreneuriat féminin et quand on veut stimuler l'entrepreneuriat féminin, donc oui, on veut inciter plus de femmes à créer leur entreprise, donc à se retrouver dans la première ligne de 1 à 9 employés, mais aussi on veut que les entreprises détenues par des femmes se retrouvent dans la dernière catégorie de 50 employés et plus. Donc c'est pourquoi on va aller stimuler la croissance des entreprises détenues par des femmes, parce que quand on regarde statistiquement, on est loin du compte pour avoir un certain équilibre, j'ai envie de dire, et une bonne représentation et répartition des entreprises détenues par des femmes. Donc, avec ces statistiques qui datent de 2020, un tout petit peu avant la pandémie, donc on peut voir aussi, encore une fois, je fais des liens beaucoup parce que je vois qu'il y a des gens qui se connectent à l'instant. Je fais des liens avec des éléments que j'ai dit précédemment pour faire en sorte que vous gardez, que vous ne perdez pas le cap. Donc, ceci explique cela, j'ai envie de dire, comment on retrouve le plus de femmes à la tête d'entreprises, de petites entreprises, donc un petit nombre d'employés, comment, quand il y a des ralentissements, des pauses économiques, ce sont le type d'entreprises qui sont le plus frappées. Donc, il y a la taille, il y a aussi le secteur, l'industrie qui joue là-dedans, donc les secteurs de tourisme, de restauration et d'hébergement, le commerce de détail également, qui sont les secteurs d'activité qui ont été le plus touchés. Donc, présentement, quand on essaie de faire peut-être un aperçu de ce que la crise aura créé comme impact ou comme tendance, on peut voir aussi que 2/3 des entreprises ont fonctionné à moins de 50% de leur capacité. Ça, c'est vraiment en plein moment durant la crise. C'est une étude réalisée par Femmes et Sœurs en avril 2020. Donc, comment les entreprises détenues par des femmes se sont comportées un peu pendant la crise. On a vu tout à l'heure des statistiques pré-crise. Là, on est vraiment dans le vif de la pandémie, quand tout s'arrête, la fameuse pause économique en mars 2020. Donc, 2/3 des entreprises ont fonctionné à moins de 50% de leur capacité. À peu près le quart, un petit peu moins du quart, à propriété féminine pourrait ne pas se relever de la crise actuelle. Donc, ça, bien évidemment, ça mérite une mise à jour de ces informations, mais déjà là, on pouvait craindre que le quart des entreprises, près du quart des entreprises, pourraient ne pas se relever de la pandémie, sachant qu'elles étaient déjà peu nombreuses, sachant qu'elles étaient déjà dans des petites entreprises. Donc, vous comprenez un peu le lien et, j'ai envie de dire, l'urgence d'agir en matière d'entrepreneuriat féminin pour mettre des ressources en place qui ont été mises en place. Ça aussi, on ne va peut-être pas rentrer là-dedans, mais je tiens à vous rassurer peut-être à ce niveau-là. Il y a eu des ressources mises en place. Bien évidemment, rien n'est jamais parfait, donc il en manque encore. Mais pour les personnes qui sont déjà en affaires, pour les femmes qui sont déjà à la tête de leur entreprise, déjà l'année dernière, elles pouvaient voir à quel point le fait de détenir leur entreprise, de rester à la tête de l'entreprise, pourrait être problématique après la crise. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, il va falloir garder un œil par rapport là-dessus, le fameux moment où on sortira complètement de cette crise pour voir combien d'entreprises détenues par des femmes ont survécu et lesquelles n'ont malheureusement pas réussi à traverser la crise. Un autre cas aussi, pourquoi la pandémie a touché beaucoup plus de femmes. Bien, ça, je pense que c'est le seul élément général. Je vous ai dit au début de la conférence que j'allais me concentrer sur les femmes entrepreneurs, peut-être moins d'éléments sur des femmes dans le milieu de travail. Ça, je vous dirais, ça, c'est une information qui couvre toute femme, entrepreneur ou pas. À quel point, on a beaucoup parlé de ça aussi dans les médias, la charge mentale, la grande responsabilité au niveau des travaux ménagers, au niveau de la répartition familiale, s'occuper des enfants. Si vous vous rappelez, avec la fermeture des écoles, ça a signifié au moins un parent, généralement les femmes. Ah, je vois une question de Néo, donc... Hey, bonjour Déborah, désolé de t'arrêter. Samantha ici aurait une question. Feel free to ask your question, Samantha. OK, désolé, on va garder ça pour après. La question est écrite parce que là, j'essaie de retrouver ma zone de chat. Je ne la vois pas, mais... Non, c'est ça, la question n'est pas écrite. Ah, OK, parfait. Excuse me, I got a question. Whenever you're ready, Samantha, raise your hand. Thank you.
C'est bon. Je vois la main de Samantha. All right, first a question. Can I speak English a little bit? Because I don't Yeah. speak a lot of French, so Yeah. I feel comfortable if I speak English. Definitely. So my question is, all this kind of information is sort of like for marketing, for like this information has been involved in that way. What do you mean involved? Well, it has been like, I mean, all the information that you're giving us about us Mm-hmm. is like a kind of for learn a lot of things that you were telling us. That's my question. Well, it will be as that way. Okay, so if I understand completely, you want to know if the information that I'm giving can be used like in a marketing aspect. Am I getting it right? Yeah, you're getting it right. Yeah, okay. So I think mostly the objective that I had with preparing this content was, as I said, to give you an overview of the entrepreneurship scope in Montreal and Quebec related to, women entrepreneurs first. Yes, to some extent, it can be used for marketing purposes, but mostly to have a glimpse of what's happening, but also because this is, at the end of the day, a career summit, to give you some highlights, some into opportunities that you may see coming in the upcoming months, years, in terms of career choice. If you decide as a young student, as a young person, as a young woman, to launch a business, to have an idea of where things are at right now in the ecosystem, what type of services, products. So it's really to help know more about resources that are out there and maybe help you make a better choice if you decide to become an entrepreneur or not. So that was the goal behind my. That was a great idea. Yeah, I got it. Yeah. Thanks for the information. Great. Thank you for your question, Samantha. D'autres questions? On en a une dernière ici de Ernesto. Voudrais-tu que je le lise ici? Ça dit, existe-t-il des statistiques qui parlent des principaux secteurs où les femmes sont entrepreneurs? Oui, je ne l'ai pas avec moi. Par contre, oui, il existe des statistiques, par exemple, les 4 secteurs dans lesquels on les trouve. Puis le mot secteur, c'est plus un mot qui englobe tout, parce qu'on pourrait parler d'industrie, on peut parler d'activité, bref. Ernesto, je vais répondre. Dans les services professionnels, commerce de détail, et dans la notion de service professionnel, c'est pourquoi j'ai dit secteur d'activité, c'est un petit peu flou, c'est qu'on va rentrer également, par exemple, l'hôtellerie, hébergement, et l'autre secteur où les femmes sont très présentes, c'est la restauration. Par contre, il y a une petite nuance par rapport à ça. La restauration, c'est qu'elles ne sont pas tout le temps propriétaires, mais elles travaillent beaucoup dans le domaine de la restauration. Donc, service professionnel, commerce de détail, et puis restauration. Mais service professionnel, c'est celui qui rejoint le plus. Petite note aussi, au-delà des services professionnels, hébergement, hôtellerie, etc., c'est que peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà pensé, mais tout ce qui est pensé, service de garde, éducation, santé, donc rentrer également ça, oui, des services de consultation, mais penser également tout ce qui touche l'éducation, tout ce qui touche la fabrication, puis aussi dans le commerce de détail, il faut rentrer mode, il faut rentrer fabrication, etc. Donc, je dirais ces 3-là, restauration, services professionnels et commerce de détail. Merci. De rien. Donc, on en a une dernière, mais après ça, on va arrêter et te laisser continuer, Déborah. On va garder les questions pour la fin. Je voyais Nia ici. Juste une question rapide. On parle surtout des jeunes femmes dans cette présentation. Est-ce que le contenu s'applique également aux femmes de 40 ans et plus? Oui, le contenu, ça s'adresse, et même plus tard, j'ai des parallèles entre les femmes et 40 ans et plus jeunes femmes. En fait, pourquoi j'ai rajouté la notion jeune? Parce que la présentation est quand même basée sur les femmes en général. La composante jeune que j'ai rajoutée, c'est plus pour ma conclusion, en fait, pour montrer que la tendance présentement est vis-à-vis de la relève
qui est en train de changer le visage de l'entrepreneuriat. Mais je vous rassure et je vous assure, la présentation est basée sur les femmes. Peut-être juste mes 3 dernières pages ont un focus plus jeune. Merci. Ça marche? On va garder les questions pour la fin maintenant. Merci beaucoup. Alors, je vous disais tout à l'heure une autre raison qui explique pourquoi, effectivement, la pandémie a touché beaucoup plus les femmes et, oui, les femmes entrepreneurs, c'est la question, on disait tout à l'heure, la charge mentale, la responsabilité familiale qui, des fois, entre grands guillemets, je le mets effectivement naturellement, avait tendance à aller sous la responsabilité de la mère qui devait prendre en charge ces éléments. Donc, on ne passera pas trop de temps là-dessus, mais il faut quand même l'illustrer parce que oui, ça touche toutes les femmes, mais ça touche aussi les femmes entrepreneurs qui, si jamais elles avaient une entreprise et qu'elles avaient des enfants à la maison, donc elles devaient mettre en pause leur entreprise pour s'occuper de la famille, de leurs parents dans certains cas. Donc, l'entreprise qu'elles géraient allait également sur pause. Donc, on a vu, je résume très rapidement ce qu'on a vu, les causes pourquoi la pandémie a touché beaucoup plus les femmes entrepreneurs. On a parlé de la taille, on a parlé des secteurs dans lesquels elles se retrouvent et on a parlé de cette responsabilité à la maison, travaux ménagers, s'occuper des enfants et la charge mentale que ça a suscité. Je vous parlais tout à l'heure que oui, je vous rassure, oui, le gouvernement, que ce soit canadien, que ce soit québécois, a mis sur pied des initiatives ou même la ville de Montréal, je dois le mentionner, au niveau municipal, provincial et fédéral, il y a eu des ressources mises sur pied, mises à la disponibilité de toutes les entreprises, donc de tous les entrepreneurs, pas seulement pour les femmes, mais il y en a eu des ressources spécifiques destinées aux femmes. Je pense que c'est important de le mentionner. Par contre, je voulais juste vous montrer que, en dépit de tout ça, il y a seulement 20% des femmes entrepreneurs du Québec. Donc, encore une fois, par rapport aux commentaires, pas seulement les jeunes femmes, donc toutes les femmes ont affirmé avoir l'intention de se prévaloir des mesures. Donc, oui, ça, c'était en avril. Je pense que j'ai vu une mise à jour là-dessus. On n'est pas à 50% qui se sont prévalus des aides. Je vais vous montrer les raisons tout de suite parce qu'elles sont quand même assez éloquentes de l'état de la situation et du comportement un peu, j'ai envie de dire, des femmes entrepreneurs là-dedans. Parce que oui, on peut se dire, l'aide gouvernementale est là, pourquoi est-ce qu'on se plaint? Mais les raisons qui expliquent pourquoi on a peut-être 20%, 30% de femmes qui ont été demandées de l'aide, c'est qu'une grande proportion disait ne pas se qualifier. Pensez encore une fois, secteur d'activité dans lequel elles ont une petite taille d'entreprise, donc des fois peut-être elles ne versent pas de salaire, peut-être qu'elles ne se versent même pas de salaire elles-mêmes, parce que la majorité des programmes qui ont été mis sur pied, c'était pour des entreprises qui étaient quand même assez structurées, qui avaient un certain historique. Donc ça, c'est la première raison. D'autres avaient de la difficulté à faire valoir qu'elles se qualifiaient pour le financement à faire valoir aussi leur entreprise. On va le voir plus tard, mais je vous donne un petit scoop là-dessus. C'est que souvent, des fois, c'était sur des entreprises à temps partiel, des entreprises avec un statut travailleur autonome. Donc là encore, on a du mal à distinguer le personnel du professionnel, du corporatif. Donc ça, c'est toutes des réalités, j'ai envie de dire, et ce n'est pas juste anecdotique, ce sont des éléments réels qui font en sorte que quand vient le moment de postuler à des programmes gouvernementaux pour aider son entreprise, bien, malheureusement, on arrive dans une situation où peut-être les entreprises sont moins structurées. Je rajouterais même un élément par rapport à ces deux raisons-là avant d'aller vers la troisième, c'est que c'est également une raison deux raisons qu'on retrouve pour les entreprises détenues par des personnes dites issues de la diversité. Donc, quand on va parler d'entrepreneuriat au sein des communautés noires, des communautés asiatiques, des communautés hispanophones, bref, la structure de l'entreprise, le fait de ne pas pouvoir se qualifier parce qu'on n'était pas rendu là dans la croissance de notre entreprise, ça, ce sont des cas réels, des faits réels et c'est malheureusement pourquoi beaucoup de ces types d'entreprises n'ont pas pu se prévaloir des mesures gouvernementales. Puis la dernière raison évoquée, c'est la question de temps. Mais mettons que peut-être l'automne dernier et cet hiver, il y a eu un petit peu plus de temps, mais dans le feu de l'action, au moment de la pause économique, c'est sûr qu'il y avait peu d'entrepreneurs, surtout si elles étaient seules ou avec peu d'employés ou à fonctionner à 50% de leur capacité.
imaginez juste la scène, là, à prendre en charge leurs parents, leurs enfants, leur famille, et en plus prendre le temps de déchiffrer, de décoder les programmes gouvernementaux, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça fait. Bref, donc ça fait partie des raisons et ça a été étudié. Donc, je ne sors pas ça de mon chapeau. Donc, ça a été évoqué par des femmes pour montrer à quel point c'était difficile. Le nerf de la guerre, l'accès au capital, l'accès au financement. Donc, c'est quoi le portrait de la situation actuellement par rapport aux femmes entrepreneurs? Point de départ, on sait qu'elles ont moins accès au capital pour faire croître leur entreprise et embaucher du personnel. Ça, je pense qu'il y a peu de personnes qui seraient en désaccord avec ça pour plusieurs raisons. Si jamais vous avez des questions, ça me fera plaisir de rentrer là-dedans. Ce ne sont pas des éléments que j'aborde en détail, mais si vous voulez savoir pourquoi, on peut rentrer là-dedans dans une question plus tard. Donc, j'établis le lien de cause à effet, si on veut, avec ça. C'est qu'on a moins de financement pour partir son entreprise, on a moins de financement pour embaucher du personnel. Donc, on crée des entreprises plus petites, moins solides, qui croissent moins rapidement. Et aussi, nous-mêmes, comme personnes qui devons gérer tout en même temps. Donc, pensez juste à l'aspect santé mentale. Et ça, je ne l'ai pas inclus dans ma présentation, mais je vous laisse avec cet élément. Statistique Canada, en mai 2020, si je ne m'abuse, a fait un premier retour sur l'état de santé mentale des entrepreneurs particulièrement. Puis les femmes, je pense au-delà de 70% des femmes entrepreneurs étaient beaucoup plus affectées au niveau santé mentale pour toutes les raisons qu'on a mentionnées. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et ça, c'est quand même un aspect flagrant. Donc, l'accès au capital, c'est quand même pénalisant pour les femmes beaucoup plus parce qu'elles n'y ont pas accès au début. Mais voyez un peu l'effet que ça fait parce qu'on va créer des petites entreprises, elles ne vont pas croître assez rapidement, elles ne vont pas survivre rapidement. Puis c'est sûr qu'elles ne se retrouvent pas après dans les statistiques quand on va vouloir comptabiliser le visage ou le portrait de l'entrepreneuriat féminin au Québec ou au Canada. Je pense qu'il y a des questions, mais Nayo, tu me dis qu'on va toutes les prendre à la fin, right? Tu me Oui, confirmes? exactement. Jusqu'à maintenant, tu as de l'air en feu, alors je les accumule. En feu. J'en ai déjà trop. C'est si gentiment dit. Merci beaucoup, Nayo, parce qu'effectivement, j'ai chaud, mais on continue. Qu'est-ce qui motive les femmes entrepreneurs? Donc, je vous sors vraiment juste deux raisons. Et puis, par rapport aux commentaires tout à l'heure sur des jeunes femmes, des femmes plus âgées, donc c'est là aussi où je vous disais que j'allais les mettre en parallèle, mais bref, j'allais aussi illustrer ces éléments. Donc, dans le groupe des jeunes milléniales, donc on regarde 20-34 ans, des jeunes femmes qui démarrent leur entreprise. Le premier élément qui ressort comme motivation, c'est la passion. La passion pour leur idée, la passion pour le secteur d'activité, la passion pour le rôle, l'ambition. Donc, c'est vraiment ça qui va motiver les jeunes femmes. Pour les personnes plus âgées, donc on regarde 35 à 54 ans, ce qu'elles vont rechercher beaucoup plus, c'est la flexibilité qui est leur motivation principale. Donc, au-delà de 30 de gestes. Et les deux, par contre, ce qui est commun, je vous dirais, aux deux groupes, que ce soit les millénials ou les femmes de la génération X, c'est plus cette indépendance financière. Donc, l'autonomie financière, la stabilité économique, ça fait partie des motivations des femmes entrepreneurs qui veulent démarrer leur entreprise. Et je pense que sinon tout le monde, mais la plupart d'entre vous seraient d'accord avec moi là-dessus. Un petit élément peut-être pour le deuxième point, je vous disais que je voulais illustrer, au-delà de lire ce qui est sur les pages, mais je voulais illustrer avec des cas concrets ou des liens à l'extérieur que je voulais faire. Pensez femmes plus âgées et pas femmes âgées, hein? La nuance est importante, femmes plus âgées, 35 à 54 ans. Ce qu'on remarque en entrepreneuriat féminin, puis ça fait plusieurs années que je regarde les données, que je travaille dans le milieu, c'est que ce sont souvent ce groupe d'âge-là, 34 à 54 ans, qui vont partir des entreprises, donc des femmes, une fois que d'autres choses, qu'elles auront réalisé d'autres choses dans leur vie, carrière, enfants, famille. Donc, c'est pourquoi elles vont partir en affaires plus tard. Donc, ce qui explique aussi cette volonté, cette motivation de flexibilité. Donc, tout s'explique quand on regarde les chiffres. Quand on regarde le groupe plus jeune, donc on pense à
comme la plupart d'entre vous certainement qui m'écoutez aujourd'hui, à l'université, on a notre diplôme en main ou pas, on arrête, on fait une pause, mais on est vraiment inspiré par une idée, on est vraiment inspiré par une cause et c'est ce qu'on veut résoudre, c'est ce qu'on veut régler. Mais pour l'autre groupe d'âge, c'est vraiment une recherche de flexibilité parce qu'on aura atteint, réalisé d'autres choses dans sa vie, puis on aura atteint un certain niveau et donc cette volonté de flexibilité est très, très, très forte. Quelle que soit la motivation, ce qu'on a remarqué, et ça c'est une étude, plus un sondage, j'allais dire étude entre guillemets, mais je ne veux insulter personne chez GoDaddy, mais c'est un sondage plus à la hauteur canadienne, donc ça c'est important de le préciser, donc on sort un peu du Québec seulement, donc c'est à la hauteur du Canada, avril mars 2021, donc c'est quand même relativement récent, donc moins de 6 mois. À quel point on peut remarquer qu'aujourd'hui, quand les femmes, donc celles qui sont, ce qui est intéressant, pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce sondage, c'est que ça inclut également des femmes qui ont démarré leur entreprise même pendant la pandémie. Donc, qu'est-ce qui les a motivées, qu'est-ce qui les a inspirées, etc. Et quelle que soit leur motivation, que ce soit l'ambition ou autre, ou la flexibilité, près du quart de ces entreprises-là vont financer leur projet avec du financement personnel. C'est quand même pas rien. Encore une fois, on est à travers le Canada, on n'est pas qu'à Montréal ou au Québec, mais c'est quand même pas rien parce que ça, et je prends mon chapeau de personne qui travaille à la TD, donc ça met un peu la barre haute par rapport à tous les partenaires de l'écosystème, toutes les institutions qui veulent aider, qui veulent soutenir, qui veulent accompagner. Mais quand on pense que des femmes, des jeunes femmes ou des femmes plus âgées partent leur entreprise en misant sur leurs économies, ça veut dire que soit il y a un problème ou pas du tout, elles ont trouvé la solution au problème qui existait elles-mêmes. Et c'est à la fois très flagrant, mais aussi positif, j'ai envie de dire, de voir que, encore une fois, les femmes prennent les choses en main et sont prêtes à aller de l'avant pour réaliser leurs idées. Maintenant, pour d'autres partenaires de l'écosystème, comme par exemple la Banque TD avec le programme que je gère, dont je vais vous parler vers la fin véritablement, excusez-moi, ça met quand même des perspectives intéressantes pour être en mesure de mieux soutenir. Donc, peut-être, est-ce que c'est au niveau du financement ou c'est ailleurs que les besoins se font sentir? Femmes de la génération Y, donc les millénials, entre guillemets, aussi sont 4 fois plus susceptibles que les générations plus âgées à aller chercher des levées de fonds, d'anges investisseurs, de fonds de capital de risque. Et je vous dirais que oui, il y a quelque chose dans la motivation d'entreprendre, mais il y a aussi une question de vulgarisation, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a 20 ans, enfin peut-être, il y a 20 ans, tout ce qui est ange investisseur, firme de capital de risque, je connais un peu le milieu. C'était peut-être moins populaire, moins nombreux aussi. Donc, je pense que la génération des millénials a grandi, entre guillemets, et a côtoyé ces ressources-là. Donc, ça explique aussi pourquoi elles sont plus susceptibles d'aller les consulter, d'aller faire affaire avec ces fonds-là, ces ressources-là, ce que peut-être le groupe d'âge de 35-54 ans faisait moins parce que ça a moins fait partie des habitudes et du créneau. Je m'en voudrais de ne pas mentionner aussi que oui, au-delà de ne pas avoir fait partie de leur quotidien ou de leurs habitudes, c'est qu'il y a aussi, il faut quand même se rappeler que ça ne fait pas longtemps, ça fait peu de temps que les femmes au Québec particulièrement peuvent ouvrir, par exemple, un compte bancaire sans avoir l'aval d'une personne, entre guillemets, majeure. Donc, là, on n'est pas loin, là, je veux dire, j'étais pas encore née, c'est vrai, mais je veux dire, c'est sûr que mes parents étaient nés, ma grande sœur était née à cette époque-là. Donc, on n'est pas très, très loin du compte parce qu'on est au début des années 80, d'ailleurs, je dois le préciser. Donc, quand une femme peut facilement, librement aller ouvrir un compte bancaire sans son mari, son père ou autre. Donc, on est quand même dans ce contexte-là. Le Québec, ce n'est pas une exception, là, c'était partout comme ça. Il y a certaines banques qui le facilitaient, mais il y a quand même ça. Donc, un groupe de femmes de 50 ans et plus, c'est ça un peu dans leur état d'esprit. Donc, il ne
faut pas le mettre de côté parce qu'en termes de confiance envers le système, ça joue aussi. Maintenant, donc je vous disais vers la dernière page, je vais vous parler peut-être plus un peu des jeunes femmes, comment elles lancent leur entreprise, parce que c'est la tendance qu'on voit se dessiner, en fait. Oh, pourquoi ça bug? Voilà. Quand elles choisissent donc, je vous rentre un peu dans l'état de réflexion, qu'est-ce qui rentre dans la réflexion de toutes ces jeunes femmes. Je vois le temps filer et je vais accélérer. Donc, si jamais vous avez des précisions, n'hésitez pas à me relancer pendant la période de questions, mais je vais accélérer rapidement. Motivation, on a vu la motivation des jeunes femmes quand elles lancent leur entreprise. Mais une des premières décisions, puis on peut le comprendre, on est en pandémie, on est en télétravail, on ne sait pas exactement ça va avoir l'air de quoi cette relance économique. Donc, est-ce qu'on se lance à temps plein? Est-ce qu'on y va à fond? Est-ce qu'on se lance à temps partiel? Donc, ça, c'est la première décision à laquelle elles sont confrontées. Un autre élément à savoir, c'est que qu'elles soient à temps partiel ou à temps plein, vous voyez, en termes statistiques, c'est très proche. Celles qui décident de se lancer à temps plein, 51%, versus à temps partiel, 49%. Donc, on est quasiment à moitié-moitié, celles qui décident de faire d'un côté temps plein ou temps partiel. Que ce soit temps plein ou temps partiel, sachez que près de 75% d'entre elles passent 5 heures et plus par jour. Donc, elles sont quand même dévouées à leur entreprise. Donc, ce n'est pas parce que c'est à temps partiel que la personne s'en occupe moins ou une fois tous les 3 mois, mais elles sont quand même dévouées à leur idée, à leur projet et ça transparaît également, j'ai envie de dire. Au niveau de tendance en entrepreneuriat, pourquoi je voulais un peu finir, comme je vous disais, sur la place des jeunes femmes entrepreneurs et comment ça change, c'est en train de changer le visage du Québec. C'est qu'en 2020, il y a, je vous réfère, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, il y a l'indice québécois, l'indice entrepreneurial québécois qui est publié chaque année depuis un certain nombre d'années et cette année, ce que ça a permis de faire voir comme tendance, c'est que oui, l'entrepreneuriat québécois a ralenti. On a été sur pause, mine de rien. Les entreprises ont fermé pour la plupart. Bref, mais ce qui est en train de sauver, j'ai envie de dire, les tendances, les taux, les statistiques, c'est la nouvelle génération d'entrepreneurs qui se met en place. Et par nouvelle génération, oui, il y a les jeunes, il y a les femmes et il y a aussi les immigrants. Donc, cette nouvelle génération inclut 3 volets. C'est quand même très, très, très important de le mentionner. Quand je parle de jeunes, pour ceux et celles qui l'ignorent, on parle de 35 ans et moins. Donc, on ne parle pas de 24 ans et moins, de 18-24, on parle vraiment de 35 ans et moins. Fait saillant aussi dans cette même étude, dans l'indice entrepreneurial québécois, c'est que cette parité entrepreneuriale, donc la présence des femmes en entrepreneuriat parmi les nouveaux entrepreneurs, donc je vous laisse avec cette statistique. En 2020, en un an, 17% des nouveaux entrepreneurs sont des femmes contre 10% qui sont des hommes. Donc, il y a quand même des choses qui bougent dans le bon sens en matière d'intention, d'ambition. Donc, c'est pourquoi je voulais vous parler de ce thème-là, d'ambition entrepreneuriale des jeunes femmes et à quel point elles sont en train de mettre, j'ai envie de dire, la barre haute pour nous-mêmes, institutions, organisations, partenaires de l'écosystème, on puisse bouger avec elles et faire en sorte qu'on mette les bonnes ressources au bon endroit. Parlant de ressources, je m'en voudrais de ne pas vous parler de mon travail, ce que je fais. Oui, c'est un titre qui est très long, directrice régionale femme entrepreneur, mais on parle d'un segment, d'une stratégie en entrepreneuriat féminin à travers le Québec et la région de l'Atlantique. Comment on le fait? C'est qu'on a mis sur pied, bien évidemment, des partenariats avec plusieurs organisations dans l'écosystème, l'École des entrepreneurs du Québec, le Réseau des femmes d'affaires du Québec, bref, des institutions, entrepreneurs et autres, des institutions pour faire en sorte qu'on mette sur pied des programmes comme de la formation, du coaching, du mentorat et même du financement. Si nous, on n'est pas en mesure comme banque d'investir, mais on est en mesure d'aller s'associer avec des partenaires qui peuvent financer des entreprises. On a bien évidemment comme institution bancaire des produits et des services financiers pour les entrepreneurs qui veulent démarrer et aussi pour les femmes qui veulent partir leur entreprise. Et un programme dont je suis très, très fière, sur lequel on travaille, c'est une équipe de banquiers accrédités, donc qui ont suivi une formation
pour savoir comment approcher des femmes entrepreneurs, mais surtout comment travailler avec des femmes qui portent des projets parce qu'il y a des biais, il y a des préjugés. Je vous parlais de la notion d'ouvrir un compte bancaire sans avoir un mari ou un homme présent. Mais ce sont des éléments qui restent dans le système et il faut les décortiquer, il faut s'en débarrasser. Et c'est une équipe basée au Québec. On est en train de répliquer le modèle à travers le Canada également, mais qui ont suivi une formation une équipe avec laquelle je travaille pour faire en sorte qu'on puisse être les meilleurs partenaires d'affaires stratégiques et accompagnateurs de femmes qui veulent partir en affaires parce qu'effectivement, il y a peut-être un manque de confiance, un manque de connaissances pour aller chercher des partenaires financiers auprès des banques avant tout. Donc, c'est vraiment pour vulgariser et faciliter le parcours d'entrepreneuriat féminin des femmes. Et je pense que c'était la dernière slide. Mon Dieu, j'ai fait beaucoup plus vite que je ne le pensais. Et il est 10h17. Je vais arrêter le partage de mon écran. Comme ça, je pourrai non seulement vous voir, mais également voir les questions que vous auriez pour moi. Fantastique. Hey, merci infiniment, Déborah. J'adore les chiffres que tu as amenés, j'adore tous les faits et tu as répondu à quand même quelques questions avec les dernières présentations que tu avais. J'en ai reçu quelques-unes en mode privé et de notre, justement, de Facebook. Donc, je vais commencer avec celle d'Ernesto qui est ici. À part l'anglais, c'était quelques slides. À part l'anglais, quelles langues sont les meilleures à étudier et à entreprendre? Quelle langue? C'est ça, j'ai bien compris? Oui, n'hésite pas si Ernesto, tu veux élaborer sur ta question. Oui, merci. Sylvia, on connaît déjà qu'elle est… Ah, bonjour Déborah, merci. Pardon. Alors, je comprends bien que l'anglais, c'est la langue des affaires internationales et aussi le français, c'est la langue des relations internationales. Mais ici, maintenant, il y a beaucoup d'étudiants de langue qui veulent être entrepreneurs et qui voudraient, je ne sais pas, autour du monde et partager ses études, ses expériences aux autres. Alors, est-ce que tu connais s'il y a quelques autres langues pour apprendre, à part de l'anglais ou français peut-être? Ah, je comprends très bien ta question, Ernesto, et c'est une question, oui, de choix de carrière, de gestion de carrière, mais c'est une question aussi très politique. J'ai envie de dire, c'est sûr que on est au Québec, donc le français, ça c'est la partie politique. Donc le français, faire des affaires en français, c'est quand même très important. Il y a même au-delà du Québec toute une notion de francophonie économique, donc où faire des affaires en français avec d'autres pays du monde qui parlent français, c'est quand même quelque chose d'intéressant et d'important qui est valorisé par les organisations, entre autres l'OIF. L'aspect d'anglais des affaires, je pense que notre génération, j'essaie de me sentir jeune aussi, notre génération aura grandi avec la notion que l'anglais, c'est la langue des affaires, la langue internationale. C'est sûr que je ne peux pas contredire ça parce que quand on veut exporter la langue la plus facile pour transiger avec des partenaires étrangers, ça prend une base. Je ne dis pas que ça prend que l'anglais, mais ça prend quand même une base en anglais pour faciliter ces liens-là. De ma perspective, ce que j'entends beaucoup plus, ce que j'entends un peu au-delà de la francophonie, puis là, je vais m'attarder sur une région que je connais peu, mais c'est le continent africain, parce que je parlais de francophonie économique, puis quand on parle de langue, la tendance actuelle, c'est que d'ailleurs, je lisais ça il y a 2 jours, je pense, est-ce que c'est le pays au complet ou c'est la ville? Bref, je crois que c'est la ville et je vois mon amie Sylvie qui est là. Je sais que tu ne viens pas du pays, mais tu vas peut-être corriger une erreur grave que je fais. C'est que, bref, ce que je voulais dire, c'est qu'au Congo, la ville de Kinshasa a dépassé la France comme pays francophone. La ville de Kinshasa comme pays, non. Donc, le Congo, on va parler du Congo. Okay? On va comparer des pommes avec des pommes. Comme ville où il y a le plus de personnes qui parlent français. Donc, en termes de poids, le continent africain, plusieurs pays d'Afrique représentent quand même un certain poids. Pourquoi je parle de ça? C'est que la proximité, à certains égards, en matière d'infrastructure, en matière de minerais, on parle beaucoup de vélos et de voitures électriques. La majorité des minerais viennent d'Afrique.
et il y a une forte présence chinoise. Donc, je pense que je pense, ce n'est pas du tout scientifique, quand on fait des affaires, quand on est sur le territoire africain, j'entends de plus en plus une des langues à maîtriser pour transiger effectivement avec cette forte présence chinoise qui fait des affaires, qui achète beaucoup en matière de terrain et pour bâtir. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il va falloir si on est intéressé par cette région du monde. Donc, voilà. Merci. Et je vois qu'il applaudit, donc, et avec son sourire, tu as répondu à sa question. Et merci infiniment de dire que les jeunes, c'est 35 ans et moins, ça me fait sentir jeune aussi. Oui. Je confirme ce que tu disais sur le français, justement, c'était le mois de la francophonie, il n'y a pas tellement longtemps, et il parlait justement de ce que tu viens de mentionner. On va sauter maintenant avec la question de Nia. Pour les femmes de 40 ans et plus qui désirent financer leur entreprise, est-ce que le financement privé est une meilleure option? Oh, meilleure option. Alors là, ça, c'est une bonne question, ça. Sincèrement, la vraie réponse, c'est que une combinaison de tout, c'est une meilleure option. Et je sais que ça, c'est encore une réponse très diplomatique, mais encore une fois, je vois Sylvie Gassana qui est de Femmes et Sœurs et je vais inclure l'organisation dans ma réponse. Pourquoi je dis qu'une combinaison de tout, c'est bien? Parce qu'on peut partir, oui, avec ces économies, comme on voyait, c'était quand même une tendance auprès des jeunes femmes, mais là, la question est précise pour les femmes de 40 ans et plus, là où un partenaire privé, ça sera plus important parce que très souvent, c'est en train de changer depuis les 2-3 dernières années, c'est que les ressources de financement disponibles à Montréal, au Québec, c'était très limité aux 35 ans et moins. Là, c'est en train de changer. Il y a plusieurs qui ont repoussé jusqu'à 40 ans et il y a d'autres qui n'ont pas de limite d'âge, comme Femmes et Sœurs, dont je vais vous parler pour inclure cette notion de montage financier. Donc, peut-être pour les femmes de 40 ans et plus, oui, le fait d'aller vers un partenaire financier, ça va être plus naturel parce qu'il y a peut-être moins de ressources disponibles pour les 40 ans et plus. Mais pourquoi je dis qu'une combinaison de tout est mieux? Parce que c'est là qu'on va aller chercher déjà les meilleures conditions, qu'on va aller chercher le maximum aussi. Et il y a des ressources spécifiques destinées aux femmes qui existent, dont Femmes et Sœurs, qui est un organisme financé par le gouvernement pour mettre sur pied, pour financer des entreprises détenues par des femmes. Donc, il existe depuis un certain nombre d'années maintenant, je ne voudrais pas me gourer en disant une vingtaine d'années, mais au moins à travers le Québec, donc qui est présent à travers le Québec et qui est véritablement, j'ai envie de dire, le bras du gouvernement en matière de financement auprès des femmes entrepreneurs. Et je pense qu'en termes de ressources pour aller combiner partenaires privés, partenaires publics et ressources qui existent sur le marché, sur le terrain, c'est définitivement la meilleure des options. Puis c'est souvent ce que les gens font, donc combiner un financement Femmes et Sœurs avec un prêt à la banque ou d'autres, un concours ou une subvention de part et d'autre. Donc, je pense que je ne sais pas qui a posé. Ah, c'est Nia qui a posé la question. Je ne sais pas si ça répond à la question directement, mais c'est ce que j'aurais comme précision à amener à ce niveau-là. Merci. De toute façon, on est déjà pas mal à la dernière question. J'apprécie. Ah, Nia, ça répond à sa question. J'apprécie énormément que tu prennes le temps d'aller en dehors du temps convenu et justement, la conversation pourrait continuer vraiment longtemps. Tu sais, l'entrepreneur, c'est un programme très populaire à notre école à McGill, de tous les âges. Et justement, c'est ça. Je crois qu'on n'a même pas atteint la moitié des questions reçues. Je vais les partager sur notre page Facebook afin qu'on puisse continuer. Est-ce que vous recevez une tendance en commerce auprès des femmes entrepreneurs? Les questions continuent à rentrer. Alors, merci tout le monde pour justement votre intérêt. Il y avait aussi une question par rapport à ce qui, toi, te motive d'être entrepreneur. Donc, c'est ça. Je les partagerai avec toi afin que tu puisses les avoir. Et je remercie tout le monde, mais surtout, Déborah, c'était un plaisir de la part de toute l'équipe. On a adoré ta présentation. Justement, tu nous fais sentir à l'aise. Les chiffres que tu nous as amenés, c'était inspirant et je crois que c'était vraiment ce qu'on avait besoin aujourd'hui. On a toujours besoin de l'entendre, mais aujourd'hui, ça a fait du bien, justement.
Merci Normand. Je vais partager ici, je n'y manquerai pas. Donc, oui, Sylvie a validé ma présentation de Femmes et Sœurs et puis j'ai vu, Nayo, tu as mis le lien de Femmes et Sœurs, effectivement. Donc, pour les personnes que ça intéresse, Sylvie Cassana, qui est directrice régionale pour la région de Laval, mais qui connaît bien évidemment toutes les ressources de Femmes et Sœurs. Allô Sylvie, merci d'être là. Donc, il pourra vous renseigner si jamais vous voulez lui envoyer un petit message, franchement, il pourra vraiment vous donner un portrait de la situation plus complet au niveau du financement des entreprises. Bien, merci. Thank you everyone. Gracias a todos y todas. Je vois qu'il y a du monde de partout ici. Alors, bien, c'est déjà tout. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On va se voir dans les prochaines sessions. Justement, par la suite, on a Xenia et Marcos, deux excellents conférenciers qui vont parler des sujets. J'ai partagé les liens d'inscription ici dans le chat. J'espère vous voir là et merci tout le monde d'avoir regardé votre caméra. Ça fait du bien de voir d'autres gens. Voilà, José. Merci tout le monde. Je vois Zita. Hi Zita, thank you. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis bonne fin de présentation tout le monde. Bon sommet et essayez de profiter un peu des vacances. J'ai failli dire des vacances de Noël, mon Dieu. Moi aussi également, Déborah. Bonnes vacances et c'est ça. Au plaisir de faire ça une autre fois. Ça marche. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à tous pour être ici parmi nous aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à nos services ou la conférence, vous pouvez nous écrire à cats@mcgill.ca. Je vais le mettre de nouveau dans le chat. Mais voilà. Alors, avec toute question, vous pouvez nous écrire là. Merci encore beaucoup, Deborah. C'était vraiment une session fantastique. Et Nayo, c'était super. Merci beaucoup. Parfait, on va laisser le chat ouvert. Je vois que tu reçois beaucoup d'amour, beaucoup de merci oui. et beaucoup d'excellents commentaires dans le chat. Toujours bon. Alors, adieu tout le monde. Au revoir. Adieu tout le monde. Okay. Bye-bye. Bye.